Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici. J'ai effectivement pour sujet d'étude la disruption, c'est ce dont je suis venu vous parler. Mais avant, si vous me permettez, je voudrais adresser quelques remerciements. D'abord aux organisateurs du festival et puis leur souhaiter un bon anniversaire, puisque j'ai appris que c'était leur 10 ans. Un petit clin d'œil aussi aux équipes de GFI qui ont fait le go-between avec le festival. Alors, la disruption dont je vais vous parler, c'est une disruption dont on parle assez peu. Il ne s'agit pas ici de la disruption du marché du taxi parisien ou de la disruption numérique. Je me suis amusé dans mes travaux plutôt orientés en sociologie, voire en philosophie, à récupérer ce terme de disruption et à voir comment il pouvait nous fournir une grille utile pour questionner les grands mouvements qu'on pourrait appeler souterrains de l'organisation de la société. Voilà, on y est. Donc la disruption dont je vais vous parler, c'est une disruption un peu clin d'œil. Je vais suivre le plan suivant. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que ma disruption à moi, qui est peut-être un peu différente de celle que vous vous attendiez à trouver. Puis, je vous parlerai de ce que ça a changé, et notamment des nouveaux décors dans lesquels vous travaillez, et par conséquent, les pratiques managériales qu'il faut adopter. Alors, restez là, hein, ça c'est la fin, les pratiques managériales. Je ne vous fais pas un cours de management, c'est promis. Je conclurai juste mon propos en esquissant quelques pistes de modification des postures managériales pour pouvoir répondre aux changements que cette disruption nous amène. Alors, pour ce qui est de cette disruption, je rappelle juste que c'est un concept assez simple, la disruption au départ. C'est le fait d'injecter de l'instabilité dans un univers stable. Je fais le plus simple possible. On a récupéré en dehors des sciences physiques la disruption, notamment dans le marketing, pour évoquer l'idée d'une méthodologie dynamique qui bouscule l'état de l'art pour permettre une sorte de stratégie d'innovation par la rupture avec les conventions. C'est ça. Alors du coup, pour faire simple, et puisqu'on est entre nous, la disruption, c'est ni plus ni moins que quand c'est le bazar. C'est-à-dire que tout allait bien, il se passe un événement, un choc exogène, diraient les économistes, et paf, ça disrupte, c'est-à-dire c'est le bazar. Alors, moi, je crois que c'est le bazar depuis quelque temps, et depuis qu'on a amorcé un changement d'époque. Je vous rappelle, ou je vous dis qu'en grec, le mot époque veut dire parenthèse. Autrement dit, une époque, ça s'ouvre et ça se ferme. Et on a tout au long de l'histoire, dans nos civilisations, et plus particulièrement dans la civilisation occidentale, des époques qui sont assez marquées. Or, ce que je crois aujourd'hui, c'est que les représentations que nous avons du monde ne disent plus les réalités de ce monde. Autrement dit, l'idée, c'est comme si on avait une paire de lunettes qui nous envoyait une réalité floue. Voilà. On n'a plus les bonnes lunettes parce que les conditions du discours ont changé. Pas le discours, mais les conditions du discours, ce qu'on appelle une épistémée, c'est-à-dire le concept d'alignement entre les mots et les choses qu'on utilise pour décrire le monde que l'on voit. C'est pour ça que je vous ai mis Foucault ici, puisque dans Les mots et les choses, son bouquin important des années 60, il avait défini ce concept d'épistémée et il avait proposé cette idée que lorsque les mots qu'on emploie pour décrire les choses qu'on voit sont cohérents, on a une logique d'épistémée globale. Si on ramène ça du côté des sciences, on a un peu cette idée dans le paradigme de Thomas Kuhn. Donc on a cette épistémée globale et aujourd'hui, je crois, et c'est ce que je viens vous proposer, que ça disrupte, c'est-à-dire que les grands récits que nous avons l'habitude de mobiliser pour expliquer le monde, ces grands récits s'essoufflent et ne donnent plus un écho à la réalité. Autrement dit, il faut penser ce changement. Autrement dit, il faut regarder le monde avec une autre paire de lunettes, d'une certaine manière, pour pouvoir le voir tel qu'il est, et non pas tel qu'on a l'habitude de le voir. Pour ça, je vais vous proposer un petit jeu. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose de très compliqué, et je vous assure que c'est compliqué, c'est pas pour rigoler. Je vais vous demander de ne pas réfléchir.
Alors, je sais que certains vont réfléchir, mais je les verrai. Même si vous n'êtes pas, je les verrai un peu. Alors, je vais vous proposer un jeu. Je vais vous afficher quelque chose, une image. C'est un tableau. Donc, je vais vous afficher un tableau et vous allez me dire immédiatement ce que ce tableau représente. Alors, ne trichez pas, ne me dites pas c'est un tableau. D'accord? Ça, on s'est mis d'accord sur le sujet. Oui, c'est un tableau, mais je veux que vous me disiez le plus rapidement possible ce que vous voyez sur ce tableau. Certains le connaissent peut-être, mais peu importe. Alors, ce tableau représente... Allez-y, il est tôt, mais... Des enfants, d'accord, oui. C'est l'infante, absolument, c'est l'infante d'Espagne. D'autres propositions? Non? Bah, j'ai dit, pas, vous n'avez pas le droit de réfléchir, mais vous avez le droit de participer quand même. Hein. Des nains, oui, alors possiblement on peut dire ça. Bon. Alors, je vous donne les réponses les plus citées. Une scène de cour, une petite fille qui fait sa toilette, etc. etc. Alors maintenant, je vous dis ce qu'est ce tableau. C'est Les Ménines de Diego Velázquez. C'est un tableau qui est assez fascinant dans l'histoire de l'art parce que c'est la première mise en abîme. D'ailleurs, tous les grands peintres ont travaillé sur ce tableau, notamment Picasso, Botero, tous ont repris cette architecture. Alors je vous donne maintenant ce qu'est la vraie réponse. Ce tableau, c'est un selfie. C'est-à-dire que si vous regardez attentivement, si vous ne décrivez pas ce que vous voyez par immédiateté, par facilité, mais si vous prenez le temps de regarder le tableau tel qu'il est vraiment, c'est un selfie de l'époque. C'est-à-dire que c'est un autoportrait de Diego Velázquez en train de peindre, pas du tout l'infante d'Espagne, le couple royal qui se reflète tout au fond dans un miroir. Vous l'avez? Voilà, c'est le monde tel que vous l'avez sous les yeux. Mais vous avez dit que c'était une scène de cour, l'infante, des enfants. Bon. Eh bien, c'est ça là, que je vous propose. Cette disruption que je viens vous présenter, c'est cette idée qu'on a, comme sur cet exercice de tableau, on a l'habitude de mobiliser des mots par facilité qui, en fait, ne sont pas les mots qui décrivent le mieux le monde. C'est-à-dire qu'on voit une scène de cour alors que ce qu'on a sous les yeux, c'est un autoportrait. Et comme on ne prend pas le temps de se poser, d'analyser et de regarder les choses telles qu'elles sont, on les rate. Alors, pourquoi est-ce que les conditions du discours ont changé? Parce que, tout à l'heure, je vous parlais de l'époque, le curseur que je mets, c'est la fin de l'époque moderne, à la fin des années 70. Alors, l'époque moderne, en sociologie, ce n'est pas la même qu'en histoire. Ça va grosso modo des Lumières écossaises jusqu'à la fin des années 70. Ça, c'est ce qu'on appelle l'époque moderne. Et cette époque moderne, elle s'achève à la fin des années 70. Il y a un bouquin que j'ai mis là de Jean-François Lyotard qui s'appelle « La condition postmoderne ». C'est un essai sur l'analyse de la fin de l'époque et l'ouverture d'une autre époque. Et comme il n'avait pas trouvé de nom vraiment marquant, il a dit l'époque d'après l'époque moderne, c'est-à-dire l'époque postmoderne. Donc l'idée, c'est que nous sommes dans une période là où nous sommes au milieu. L'époque moderne s'achève et l'époque postmoderne s'ouvre. De fait, avec l'émergence de cette postmodernité, il va se passer un certain nombre de changements, et notamment parce que les valeurs structurantes de chaque époque bougent. Autrement dit, il faut des mots nouveaux pour bien décrire l'époque postmoderne. Il faut arriver à voir le selfie et pas la scène de cour. Donc il faut une révision conceptuelle pour se doter des mots cohérents avec l'époque. Il faut réinventer l'épistémée, parce que comme le disait Albert Camus, c'est toujours une mauvaise idée de ne pas employer les bons mots. Ces valeurs, je les appelle saturées quand il s'agit de l'époque moderne, et émergente quand il s'agit de l'époque postmoderne. Et c'est celle-là que je dis disruptive, parce que c'est celle-là qui bouscule l'ordre établi. Alors, la saturation des valeurs de l'époque moderne, c'est tout simplement dire que ces valeurs ne donnent pas un son de qualité. C'est-à-dire
On a l'impression qu'elles sont là, on a l'impression que ces valeurs structurent la société dans laquelle nous vivons, alors qu'en fait, elles ne renvoient plus à aucune réalité. D'autres valeurs les ont déjà remplacées, mais nous peinons à les identifier, nous peinons à en faire les éléments d'une grille de lecture efficace et adéquate. Alors, je vous propose de balayer d'abord ces valeurs saturées, celles qui ont vraiment fait de l'époque moderne ce qu'elle a produit de plus intéressant, avant de voir au profit de quelles valeurs ces valeurs-là sont en train de s'effacer. Alors, les valeurs saturées, elles ne disent plus la réalité des choses. La saturation sociologique, c'est un concept de Sorokin. C'est l'idée que quand on a une valeur sociale qui est saturée, c'est qu'elle perdure, un peu comme la lumière d'une étoile morte, mais que, en fait, il n'y a plus de réalité observable. La première des valeurs, c'est l'individu. Alors, il y en a 5. Il y a 5 valeurs. La première des valeurs modernes, fortes, c'est l'individu. Toute l'organisation sociale s'est fondée sur le rapport à l'individu, sur cet individualisme. Mais ne nous trompons pas, l'individualisme, ce n'est pas l'égocentrisme, ce n'est pas l'égoïsme, c'est le fait de vouloir tout ramener à l'unité, ce que Auguste Comte appelait reductio ad unum, tout ramener à un. Autrement dit, il n'y a pas d'existence sociale autre que l'agrégation des individualités. Cette valeur individuelle, elle était extrêmement puissante et toute la société a été organisée autour de cette valeur. Et dans les jobs, pendant très longtemps, ça bouge maintenant depuis quelques années, mais on a construit des entretiens individuels, de la rému individuelle, de l'objectif individuel, tout à l'individu. Donc ça, c'est la première valeur, le concept d'individu et l'individualisme. La deuxième valeur, c'est la puissance de la raison. Le fait que tout doive se rationaliser. On ne doit rien laisser au hasard, on ne doit rien laisser à l'incompris. Tout doit pouvoir s'expliquer, se maîtriser, se contrôler. C'est ce que Max Weber avait appelé le désenchantement du monde. Désenchantement au sens de la magie, au sens des faits. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour les croyances non scientifiques, il n'y a plus de place pour l'irrationnel. C'est donc l'idée qu'on doit pouvoir maîtriser absolument tout, maîtriser même l'univers, et que de ce fait, on a probablement, sans vraiment le vouloir, organisé un désenchantement du monde, une sorte de désertion de l'émotionnel qui a conduit à des hyper-process, à la volonté de tout contrôler, à la volonté de tout maîtriser et de tout cadrer. Alors évidemment, dans les entreprises, c'est du côté des process et de reporting qu'on trouve la trace de cette déclinaison de la puissance de la raison. Mais pourquoi est-ce que c'est très destructeur de l'émotionnel et du lien social, d'une certaine manière? C'est parce que le projet de Descartes que vous connaissez, de cet exercice de la raison, il est terriblement individualiste pour le coup, puisque ce que propose Descartes avec son « je pense donc je suis », c'est de penser, mais seul. Je vous ai mis la petite phrase du cogito, cogito ergo sum, in archem meum. Et archem meum, c'est la forteresse de ma pensée. C'est-à-dire que le lieu où s'exerce la puissance du règne de la raison, c'est sa propre pensée. L'autre n'est pas nécessaire. La relation sociale dans l'exercice de la raison est une option parfois sympathique, mais en tout cas seulement facultative. Donc, deuxième valeur structurante, la raison. Tout maîtriser, tout rationaliser, tout contrôler. Troisième valeur, l'utilitarisme. Alors, l'utilitarisme, c'est cette idée que nous n'avons d'intérêt pour les choses que si elles servent. Autrement dit, les choses ne valent que si elles servent, si elles ont une utilité. Il y a donc une chasse à l'inutile, une chasse à l'improductif, et tout ne compte que si on peut justifier du ROI. Et c'est vrai que, imaginez-vous dans vos univers professionnels, c'est assez rare quand on peut aller voir son DG, son manager, en disant « Tiens, j'ai une super idée, j'aimerais beaucoup faire ça. Ouais, très bien, ça sert à quoi ? » Ben, rien. Ça sert à rien, mais ça nous fait plaisir. Il y a assez peu de chances dans les entreprises classiques qu'on vous dise « Ben oui, c'est super, c'est une très bonne idée. » On va chercher à mesurer, à contrôler et à vérifier l'utilité des choses.
Après l'individualisme, après le rationalisme et l'utilitarisme, la valeur peut-être la plus emblématique de l'époque moderne qui est marquée par les grandes découvertes, le progrès technique, etc., c'est évidemment la valeur travail. Le fait que tout place dans la société se justifie en premier lieu par le travail. Le travail est donc une valeur sociale extrêmement puissante parce qu'elle permet la reconnaissance dans la société et la valorisation du progrès technique. Alors du coup, le travail devient un véritable impératif catégorique. Il est nécessaire de travailler et c'est ce travail et sa capacité à aller très loin dans l'occupation de la valeur travail qui fait la valeur des personnes. Autrement dit, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai été élevé dans le culte du travail, alors élevé pas seulement par mes parents, bien sûr, par l'école, par mes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. J'ai été élevé dans ce culte du travail qui fait qu'il faut travailler beaucoup, il faut en être fier, si possible, il faut souffrir, parce que ce n'est pas très crédible quand on est heureux au travail. Si on n'est pas débordé, ce n'est pas bon signe. Si on est capable de prendre tous ces jours de congé, c'est suspect. Vous voyez, c'était cette idée que la valeur travail s'impose à toutes les autres valeurs. Alors pourquoi c'est doloriste? Parce qu'il y avait cette idée de la souffrance. Et pourquoi est-ce que c'est aussi prégnant dans nos sociétés modernes? Quand on regarde l'étymologie du travail et son origine, je dirais spirituelle, vous avez le choix d'un côté entre le tripalium, l'instrument de torture latin, qui était un trépied sur lequel on mettait les gens pas très gentils. Donc le travail, étymologiquement, c'est un instrument de torture. Et quand on cherche du sens du côté de l'origine judéo-chrétienne, vous vous rappelez peut-être que c'est une des deux punitions suite au péché originel. Et dorénavant, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc cette valeur travail était très puissante, alors même qu'elle était très marquée de connotations doloristes et punitives. Ce qui explique que pendant des années et des années et des années, là je fais un petit parallèle avec le management, pendant des années, on n'avait pas besoin dans l'activité professionnelle de donner du sens aux choses. La valeur travail prenait naturellement le lead pour amener les collabs à faire ce qu'on leur demandait. Il n'y avait pas à justifier, il n'y avait pas à donner du sens, c'était comme ça, c'était le travail. Il fallait rester tard, oui, bien sûr. Il fallait arriver tôt, pas de problème. Il fallait revenir de congé, évidemment. Pourquoi? Parce que cette valeur travail était extrêmement structurante de nos sociétés modernes. Le futur est la cinquième valeur. En fait, en sociologie, on explique que chaque époque est marquée par un temps. Le passé, le présent ou le futur. Très clairement, le temps de l'époque moderne, c'est le futur. Parce que tout est fait via le progrès technique pour maîtriser le futur espéré. Autrement dit, tout se fait aujourd'hui pour construire demain. Et aujourd'hui n'a pas vraiment d'importance. En psychanalyse, ce n'est pas l'objet du talk, mais en psychanalyse, Freud part d'un report de jouissance. Voilà. Aujourd'hui, on se sacrifie, mais parce que c'est demain qui compte. C'est un peu l'idée de cet ancrage dans le futur de l'époque moderne. Aujourd'hui, on construit demain. On est équipé par le progrès technique, on a la puissance de la valeur travail qui nous anime naturellement, on est tout à fait capable de processer et de suivre grâce à l'utilitarisme, au rationalisme. Donc on peut maîtriser l'avenir et ça, c'est extrêmement visible dans les entreprises, notamment avec les modes projets qui se sont extrêmement imposés depuis quelques années. Alors, loin de moi l'idée de critiquer le mode projet, hein, mais l'idée, c'est de montrer à quel point le mode projet est une illustration de ce temps-là. Parce qu'on a tous à peu près le même vocabulaire. Bon, il y a le go-meeting, il y a la cible, il y a la trajectoire, il y a les jalons, où on va vérifier les prévisions d'atterrissage, les actions correctrices. Tout est fait pour essayer de maîtriser le temps qui va s'écouler entre maintenant et l'avenir espéré, et pour le contrôler. Donc c'est ce temps-là qui était la valeur de référence dans l'époque moderne. Alors cette époque moderne, dont on est sorti à la fin des années 70, mais alors on sort d'une époque sur 30, 40, 50 ans, donc on a encore
un peu un pied dedans, là. Cette époque moderne, elle se caractérise donc par l'individu, la raison, l'utilité, le travail, tourner vers le futur. Ça, ce sont les 5 valeurs que je pense saturées dans la mesure où, alors même qu'on continue à dire ouais, ces valeurs, elles sont là, ce sont vraiment les nôtres. Quand on regarde attentivement, quand on regarde le vrai tableau, on va voir d'autres choses. Et ce que je vous propose, c'est de partir à la recherche de ce roi clandestin de l'époque, c'est-à-dire d'aller regarder plus en détail quelles sont les valeurs que nous avons sous les yeux, mais que nous n'avons pas encore pensé à légitimer comme un corpus structurant. Alors la première des valeurs, celle qui va remplacer l'individu, l'acteur social postmoderne, c'est typiquement la personne. Je vous donne une illustration de ça. Je fais beaucoup de formations en formation continue, en executive education. Et j'ai beaucoup de managers qui me disent « mais on ne comprend pas, les jeunes générations sont très individualistes ». Pas du tout. Je peux vous garantir que la génération que j'ai dans mes amphis aujourd'hui, c'est la génération la moins individualiste qu'on ait jamais eue depuis l'époque moderne. Ils sont égocentriques, oui, mais pas individualistes au sens de tout ramener à l'unité. Au contraire, ils ne savent pas vivre seuls. Ils ne savent pas faire le moindre chose sans partager avec leur communauté. Se retrouver un samedi soir tout seul au McDo, c'est la promesse que Snapchat, Instagram, Facebook, tout le monde va être au courant. Donc, ils sont au contraire d'être des individualistes, ils sont au contraire extrêmement communautaires et tribaux. La personne, donc cet acteur social, est le héros de la postmodernité parce qu'on a un acteur social qui est plus vulnérable, qui ne se conçoit pas isolé des autres dans le corps social, et qui donc est multiple, un peu comme appartenant à des cercles concentriques de communautés. Donc aujourd'hui, on est ça et ça. On est, je ne sais pas, si je prends mes étudiants par exemple, ils sont certes membres de l'école, mais aussi membres de telle association. Ils sont dans le programme Grande École et dans la spécialité marketing digital. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord pour être réduits à un, ce qui était le projet individualiste. Donc on a aujourd'hui une époque qui se définit beaucoup plus par le temps des tribus et des communautés que par le temps des individualités. C'est en tout cas le pari de Michel Maffezoli, qui est le premier dans fin des années 80, à parler du temps des tribus et du retour des communautés. Petit clin d'œil, je vous signale que le marketing tribal, ça vient de là. L'idée de parler, de faire vivre une marque et de la faire résonner dans une communauté, dans une tribu identifiée, c'est exactement la déclinaison de marketing de cette approche postmoderne. Deuxième valeur, on remplace le rationalisme par le retour de l'émotionnel et de l'enchantement des choses. Autrement dit, on apprend à accepter ses émotions, on apprend à vivre avec ses émotions, et on accepte, notamment dans les entreprises, dans les recrutements, de faire se côtoyer le potentiel émotionnel avec le potentiel rationnel. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ça passe énormément sur les réseaux sociaux professionnels, cette idée qu'à côté du quotient intellectuel, il faut le quotient émotionnel, oser vos émotions, etc. Alors, on voit bien que c'est devant nous, mais on ne le dit pas aussi clairement et on garde nos vieilles habitudes de rationalisme. Tout le monde, enfin peut-être ici non, mais assez souvent, on trouve dans le public des gens d'accord pour dire « bah oui, on est des gens rationnels, on est sérieux, on est des gens rationnels, enfin, d'accord quand même, on n'est pas dans l'émotionnel, tout ça. Oui, bon, on est tous d'accord là-dessus quand on ne réfléchit pas, on voit la société de cours. Mais quand on pense au succès d'édition le plus planétaire après les livres sacrés, vous savez ce que c'est ? C'est Harry Potter. C'est pas très rationnel, Harry Potter. Hein. Car qu'on est tous d'accord pour dire oui, on est rationnel, mais enfin, on lit Harry Potter. Quand on regarde du côté des séries télévisées, la série télévisée la plus connue, Game of Thrones, pas très rationnel non plus. En fait, on est déjà dans cet irrationnel, dans ce réenchantement du monde, comme le proposait Marcel Gauchet. L'idée maintenant est donc de fabriquer du vivre ensemble
autour de l'émotion. Ce n'est pas contre le travail, c'est dans le cadre du travail. Accepter l'idée de l'émotionnel et du retour des sens. Accepter l'idée de l'esthétique. L'esthétique, en grec, c'est précisément l'ensemble des sens. Tout devient bon pour vibrer, pour s'amuser, pour avoir des émotions ensemble, en commun. Et on retrouve là la contre-proposition de Descartes, puisque je vous disais tout à l'heure que chez Descartes, la raison s'exerce dans la forteresse de sa pensée. Quand on est dans l'émotionnel, quand on vit ensemble, quand on s'éclate ensemble, qu'est-ce que c'est s'éclater ? Si vous y réfléchissez bien, au sens premier du mot, un verre qui tombe par terre et qui s'éclate, c'est qu'il part en morceaux. Eh bien, s'éclater, c'est le contre-pied de la puissance de la raison, c'est sortir de la forteresse de sa pensée. Donc vibrer ensemble, s'éclater ensemble, c'est accepter de faire voler en éclats les murs de cette forteresse de la pensée dont parlait Descartes. Donc on a ce besoin de s'éclater, et ça se voit, on en a partout dans nos vies professionnelles. Je me suis promené un peu ce matin, mais même ici, à regarder les couleurs, les lieux, tout est fait pour parler à nos sens. C'est remarquable de voir la transformation des locaux des entreprises. Plus personne aujourd'hui n'a envie de travailler dans une entreprise qui ressemble à un couloir avec des bureaux alignés tous les 3 mètres. Personne ne veut travailler là-dedans. Et on voit du coworking, on voit des tiers-lieux, on voit des couleurs, on voit des nouveaux espaces de travail pour répondre, pour adresser ce besoin de l'émotionnel revenant. Ensuite, à la place de l'utilitarisme, nous avons probablement à accepter l'idée que nous sommes dans le retour du corporéisme ou du bien-être. Pourquoi le retour ? Parce que d'autres époques avaient fait de ces valeurs-là des valeurs structurantes. Par exemple, quand vous prenez la devise de Juvénal, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'était déjà cette idée du bien-être. On a le droit à l'inutile apparent, on a le droit à apporter du soin à soi-même, aux autres, et donc on a le droit de considérer le corps comme un en soi et pas seulement comme un moyen de son travail. Là, vous avez probablement l'explication profonde de ce que moi je trouve une manifestation épiphénoménale, c'est-à-dire le retour des salles de sport dans les entreprises, c'est-à-dire la possibilité offerte aux collaborateurs de faire de la méditation en pleine conscience sur les heures de travail, c'est-à-dire pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques, l'arrivée d'ergo ou de kiné dans les entreprises, etc. On reprend soin des autres. C'est cette idée du bien-être. Autre valeur qui est extrêmement puissante et qui est mal comprise à mon avis, ou pas assez, c'est l'idée de la diminution de la puissance de la valeur travail au profit de la montée en puissance de la valeur création. La valeur création, c'est l'idée de faire de sa vie une œuvre d'art. C'est ce que disait Nietzsche, mais c'était déjà un concept d'eudémonia chez Aristote, l'idée de se fabriquer une vie bonne. Et dans cette optique-là, l'activité professionnelle est une brique, mais rien qu'une brique, pas la seule. Ce que l'on faisait très naturellement en époque moderne, parce que la valeur travail nous imposait sa puissance, aujourd'hui on le fait beaucoup moins. Et on voit se déplacer les priorités des jeunes collaborateurs vers un équilibre entre le temps personnel et le temps professionnel. Ne pas perdre sa vie à la gagner. Le travail doit être un élément de mon épanouissement, doit être une brique de la construction de la vie que je veux pour moi. Autrement dit, et ça va avoir des conséquences sur le management, le travail devient une valeur de création et plus une option, pas une option, donc plus un impératif catégorique. Ça va être compliqué parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus dans les entreprises des collaborateurs qui ne sont plus du tout prêts à tout pour le travail et leur arbitrage naturel n'est plus en faveur du travail. Le travail, oui, mais pas à n'importe quel prix. Parce que la valeur a reculé et qu'au contraire a émergé cette idée de création de soi et donc de vie mosaïque. Dernière valeur, le temps. Le temps dont on a parlé tout à l'heure, autant le futur était le temps de référence en époque moderne, autant pour l'époque postmoderne, celle que nous démarrons actuellement,
c'est le présentéisme, c'est hic et nunc, comme disaient les latins, c'est-à-dire c'est ici et maintenant que ça se joue. Ça n'intéresse plus personne de se projeter à 30 ans. Essayer de recruter un jeune collaborateur en lui faisant les promesses d'un plan d'épargne retraite formidable ou d'une mutuelle imbattable, je ne vous garantis pas un franc succès. Parce que ça se joue dans les 3 mois, dans les 6 mois. C'est maintenant. Donc ce présentéisme-là, il est très important à intégrer et il correspond à ce qu'on appelle la logique du Kairos. Kairos, c'est un dieu mineur de la mythologie grecque, c'est le dieu de l'opportunité. Il a quelques particularités. D'abord, il est petit, il court très vite, il a ou des ailes ou des souliers ailés comme Hermès, mais surtout, il a des cheveux très longs et il peut exaucer un vœu. Alors Kairos, vous avez 3 possibilités. Soit il passe devant vous, vous ne le voyez pas. Vous êtes trop concentré à gérer le futur, donc l'opportunité, vous ne l'avez même pas vue. Deuxième possibilité, vous voyez passer l'opportunité, mais vous ne l'avez pas saisie. Troisième possibilité, vous voyez Kairos passer, vous l'attrapez. Vous saisissez l'opportunité. C'est ça le temps du présent. C'est la capacité à faire du présent le meilleur. C'est la capacité à s'ajuster au réel, d'une certaine manière, à profiter de ce qui est ainsi. C'est donc une logique d'ajustement au réel et non pas de contournement et de maîtrise totale du réel. On accepte l'idée de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a dans une logique de quick win, c'est-à-dire d'amélioration immédiate, rapide de l'existant. Je vous rappellerai juste que d'expérience, pour en accompagner certaines, toutes les grandes entreprises qui, à la fin des années 2000, avaient créé des directions d'assistance au projet, des gestions de portefeuille projet, de capacité à faire, etc., dans les années 2010, ont créé des cellules de simplification pour décoincer un peu tout ce qui avait été coincé. Donc c'est ça aussi l'intégration de cette nécessité de rester agile pour saisir les opportunités du présent. Donc c'est ma proposition, on a donc notre vieille paire de lunettes des valeurs saturées, qui à mon avis ne nous permet plus de voir le monde comme il est, et on a une nouvelle paire de lunettes à mettre, c'est-à-dire qu'on a une révision conceptuelle à opérer pour pouvoir adresser les vrais sujets de nos collaborateurs, enfin de vos collaborateurs, c'est-à-dire la construction des communautés au travail, c'est-à-dire accepter le retour de l'émotionnel, c'est-à-dire laisser la possibilité du corporisme ou du bien-être au travail et sortir de cette approche doloriste, c'est-à-dire offrir la possibilité de faire rentrer l'activité professionnelle dans une logique de création de soi. Je vous signale d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je fais juste un petit clin d'œil, le phénomène des slashers aujourd'hui s'inscrit exactement dans cette valeur de création de soi. Je ne veux pas m'enchaîner à un seul travail. Je fais ça, et ça, et ça, et ça. Et ces briques-là construisent la réalité que je veux pour moi. Et enfin, le présent. Donc, on est passé des valeurs saturées aux valeurs émergentes et il faut maintenant tenir compte de cela en regardant ce que ça change et comment on peut intégrer ces changements dans les entreprises. Voilà, je vous avais promis pas beaucoup de management, donc ça va faire un peu moins de 5 minutes. D'abord, il y a des modifications de frontières. Par exemple, on a des frontières qui sont aujourd'hui mouvantes et poreuses, là où elles étaient parfaitement hermétiques et dichotomiques auparavant. Par exemple, le rapport au temps, professionnel et personnel, où est l'un, où est l'autre aujourd'hui. Une étude a montré récemment qu'en moyenne, dans le tertiaire, un salarié passe un peu moins d'1 heure par jour à traiter des problématiques perso. Sur son Facebook, sur eBay, sur Le Bon Coin, sur les mails à la famille, peu importe. Donc, le perso est rentré dans le pro et le pro est rentré dans le perso, avec les risques psychologiques qu'on connaît. Donc, cette frontière-là est tombée et il va falloir l'intégrer pour répondre à ce besoin mosaïque, tout en veillant à ne pas se mettre en danger du point de vue des RPS. L'autre frontière mouvante et poreuse, c'est le rapport à l'espace, réel, virtuel. Pour les plus jeunes d'entre vous, moi j'ai commencé à travailler, les réunions, vous voyez, c'était l'image, d'ailleurs c'est une vraie salle de réunion que j'ai prise. Bon, c'est devenu autre chose maintenant, les espaces de réunion. Et est-ce que demain, on n'aura pas une sorte de Second Life at Work où on pourra
travailler dans une sorte de virtualité beaucoup plus pratique. Donc ces espaces-là changent. Le changement majeur, c'est le déplacement de la source de la connaissance avec l'émergence des wikis. Ce qui fondait la légitimité d'un manager par le passé, c'était sa capacité à détenir l'expertise, c'était sa capacité à détenir la connaissance, voire à retenir l'information ou la connaissance. Or, cette détention, aujourd'hui, n'est plus le seul fondement de la légitimité, puisque l'information, la connaissance, on la trouve partout. Moi, je vous garantis que quand j'ai un amphi devant moi, au moment où je dis quelque chose, je sais très bien qu'en 3 minutes, les gamins peuvent checker si c'est vrai ou pas. Et quand j'ai un doute, je leur demande de vérifier, parce qu'ils vont aller plus vite que moi. Donc la connaissance, elle est partout, tout le temps et au bout des doigts. Alors, ce n'est pas la peine d'en faire un instrument ou une source du pouvoir. C'est complètement dépassé. Donc il faut des nouveaux modes de connaissance, là, avec l'apprentissage coopératif par exemple, et puis surtout, il faut trouver ces sources de légitimité ailleurs. Peut-être que cette source de légitimité ailleurs, elle peut se trouver dans le nouveau rapport à la hiérarchie. Alors, la hiérarchie, ce n'est pas tout à fait neutre. On n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire d'être hiérarchique pour manager. La hiérarchie, c'est hierosarché, c'est le pouvoir du sacré. C'est-à-dire que où est-ce que je me situe dans la gestion du sacré de mon organisation. On peut faire du management sans être hiérarchique, et on peut être hiérarchique et avoir 0 management. Donc, on est beaucoup plus aujourd'hui dans une logique horizontale. On est passé dans une logique des pairs, donc du chef de service qui avait le pouvoir, donc dans une logique très verticale, à une logique horizontale, où le manager aujourd'hui est un pair parmi les pairs, un primus inter pares, c'est-à-dire le premier d'entre les pairs. Mais il est au milieu du service et pas au-dessus. Donc, ça nécessite des principes de régulation, d'autonomie, d'initiative pour les collaborateurs pour pouvoir leur permettre de réaliser cette création d'eux-mêmes. Alors, les nouvelles postures managériales, voilà, je les affiche, mais je ne les commande pas. Il faut intégrer ces nouvelles formes de travail. Il faut intégrer, évidemment, la puissance du numérique avec ses dangers, qui peut conduire à l'inverse du retour de l'émotionnel. Si le numérique, c'est finir par envoyer des mails à la personne qui est dans le même espace et qui est à 3 mètres de soi, au détriment de la relation humaine, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si le numérique, c'est ce qui permet de faire des calls avec les membres de l'équipe qui sont worldwide, c'est une bonne nouvelle. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre dans cet environnement numérique, en passant de la mesure à la régulation, c'est-à-dire en abandonnant l'idée que le manager, c'est celui qui surveille les indicateurs de performance individuelle, c'est-à-dire qui surveille les KPI de ses collaborateurs. Non, on est beaucoup plus dans une logique de régulation, de mise au service de l'équipe pour aller chercher la plus grande performance. Et en passant de la collaboration à la coopération, selon moi, la coopération, c'est un stade plus intéressant que la collaboration. Cum laborare, c'est travailler ensemble, ça peut être en se trahissant, en se détestant. Coopérer, cum operare, c'est faire œuvre commune. Donc quand on coopère, on est embarqué ensemble dans un projet, on a fabriqué un imaginaire collectif qui nous porte et qui nous lie. Donc c'est quand même, moi je trouve plus intéressant. Les managers que j'accompagne, je leur suggère de conscientiser leurs collaborateurs à la notion de coopération. Parce que là, il y a un vivre ensemble, il y a un travailler ensemble qui est plus prometteur, qui est en termes de valeur ajoutée. Et pour ça, on peut s'amuser à imaginer quelques postures managériales. Moi, c'est sur ça que je travaille à l'école et en recherche. Donc un manager relais de l'information, un manager qui porte le sens, puisque la valeur travail ne suffit pas, il faut l'augmenter d'un sens encore plus important. Un manager qui anime ses communautés, puisqu'on est dans une approche aujourd'hui beaucoup plus tribale, on doit animer les communautés au travail, mais qui régule aussi les relations interpersonnelles, qui ne laisse pas des individus se siloter au travail, et un manager qui cherche plus la posture de leader, c'est-à-dire cette capacité à entraîner volontairement les collaborateurs, que de chef détenteur d'un pouvoir hiérarchique. Pour conclure, je dirais juste que cette disruption managériale ou sans managériale, il faut l'oser parce que le monde change. Victor Hugo disait « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu ». Je crois que l'idée est venue, donc le monde change, les valeurs se sont déplacées, du coup les désirs intimes de nos collaborateurs au travail ont eux-mêmes changé.
Et il faut inventer des nouvelles réponses, il faut changer cette paire de lunettes, il faut regarder le monde tel qu'il est. Et pour ça, il faut accepter de bouger nos postures, de bouger nos façons de travailler pour mener les équipes à la performance. Et pour en terminer, je vous laisse avec cette citation de Walter Benjamin qui disait « Chaque époque rêve la suivante ». Moi, je crois que le sujet, c'est accompagner le rêve pour éviter le cauchemar. Je vous remercie.